Bonjour, je suis Stéphane Leyenberger, je travaille au secrétariat du GRECO, du groupe d'État contre la corruption, au sein de la Direction générale des droits de l'homme et de l'État de droit. On est au sein du Conseil de l'Europe dans une instance de coopération internationale, dans une organisation internationale, avec une limite d'une organisation comme la nôtre, qui est que on n'a pas, hors la Cour européenne des droits de l'homme, instance du Conseil de l'Europe aussi, qui judiciairement peut imposer des solutions à un État, mais c'est pour la Convention européenne des droits de l'homme. Les conventions du GRECO en soi ne sont pas soumises, bien sûr, à la Cour européenne des droits de l'homme, même si, je fais une petite parenthèse, de plus en plus, on voit que le juge européen, la Cour européenne des droits de l'homme, s'appuie sur les travaux du GRECO pour pouvoir affiner sa jurisprudence, et que de plus en plus, quand même, ces problématiques-là sont liées directement par le juge à des principes fondamentaux contenus dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il y a quand même déjà un certain nombre d'évolutions qui se font par voie jurisprudentielle, qui font que la Cour elle-même, le juge donc européen, peut lui imposer un certain nombre de choses à un État. Mais voilà, ça se fait dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Or cela, effectivement, le GRECO, ou le Conseil de l'Europe, à travers le GRECO, ne peut pas forcer un État à mettre en œuvre une recommandation qu'il a faite. C'est une limite, mais on le comprend aussi. Les États restent des États souverains. Par contre, la pression politique qui s'exerce à travers les travaux du GRECO est bien réelle. Avec un atout fondamental, c'est que les rapports du GRECO sont publiés. Alors, ce n'est pas une règle qui figure noir sur blanc dans les textes, mais la pratique fait que les États ont accepté, depuis pratiquement le début du fonctionnement du GRECO, il y a plus de 20 ans, de publier tous les rapports qui sont issus du GRECO. Il y a un État qui a plus de mal à le faire, mais les 49 autres États le font de manière très régulière. Et ça veut dire que les lacunes constatées par le GRECO sont rendues publiques, donc sont médiatisées, sont à portée de tout en chacun, mais surtout des médias, des ONG, qui peuvent, eux, exercer la pression, des groupes politiques, etc. Et cette publicité qui est donnée au rapport du GRECO est une arme très importante pour pousser le pays, bien sûr, à prendre au sérieux les recommandations qui sont faites, et pouvoir dire aussi, vous voyez, on s'est amélioré, on a répondu aux attentes du GRECO. Et puis il y a aussi un certain nombre de pays qui sont dans des processus pour lesquels il est particulièrement important de dire nous nous conformons aux recommandations du GRECO. Je pense notamment aux pays qui sont candidats à l'accession à l'Union européenne, par exemple. Ces pays-là, l'Union européenne scrute de très près les rapports du GRECO. Nous avons d'ailleurs, avec nos collègues de Bruxelles, des échanges réguliers par rapport à toutes ces questions. Et là, il y a une pression très forte qui est de dire si vous ne conformez pas aux recommandations du GRECO, votre processus d'adhésion à l'Union européenne, il va être compromis. Donc ça, c'est une manière quand même assez forte de faire pression, mais ça concerne bien sûr qu'un nombre spécifique de pays. Mais de manière générale, la médiatisation qui est donnée au rapport du GRECO est en soi une pression. Puis on a aussi la pression des pairs, des autres États membres, lorsqu'ils ont des relations de coopération. C'est vrai que le GRECO est une instance qui est connue, qui est suivie dans les différents États, et on a aussi la possibilité de pression politique, que ce soit par la voie parlementaire, que ce soit par la voie intergouvernementale, pour pousser les États à mettre en œuvre en tout cas les recommandations qui seraient jugées les plus fondamentales par rapport à des lacunes qui sont relevées. Donc je pense qu'il y a une vraie influence du GRECO à travers ces rapports. Ce n'est pas juste un rapport, on s'est fait plaisir, on a fait un rapport, on en a parlé pendant 3 jours et puis on le met dans un placard.
le fait qu'on revienne aussi régulièrement sur les recommandations jusqu'à ce qu'elles soient mises en œuvre est quelque chose de particulièrement important. Donc je crois vraiment et très sincèrement que c'est un bon mécanisme, avec ses limites, il faut le reconnaître. On ne peut pas imposer ou la mise en œuvre d'une recommandation à un État, mais le système lui-même fonctionne. Il peut y en avoir dans différents domaines, mais poussé notamment pour créer, parfois dans certains pays, ou améliorer lorsqu'ils existent déjà, par exemple, toute la législation relative aux déclarations de patrimoine. Il y a quelques temps, ce n'était pas une évidence dans un pays de contraindre les plus hauts responsables politiques, par exemple, à déclarer leur patrimoine avant leur entrée en fonction, pendant leur mandat et à l'issue de leur mandat. Ce qui permet aussi de voir quelque part s'il y a eu un enrichissement qui pourrait être douteux. Hein. C'est le but. Aujourd'hui, pratiquement tous les États ont, à des degrés divers, mais ont mis en place de tels systèmes et sans doute que le Gréco y est pour quelque chose. Donc tous ces travaux autour de la transparence de la vie publique et des personnes chargées des plus hautes décisions au niveau de l'État, je pense que le Gréco y contribue. Je ne dis pas qu'on est les seuls à y contribuer, mais c'est un exemple sur lequel on a une véritable influence. Le fait de dire qu'il faut, je vais l'appeler de manière générique, une agence de lutte contre la corruption dans un État pour qu'il y ait des personnes spécialisées dans ces questions qui soient à la fois là pour conseiller, mais aussi pour contrôler, voire pour réprimer les mauvaises pratiques, c'est aussi un élément sur lequel le Gréco pèse. Voilà, il y en a plein d'autres, mais je suis sûr qu'une instance comme la nôtre joue un rôle important, voilà, dans une plus grande transparence de la vie publique. L'article 34 des statuts qui permet effectivement au Gréco d'être saisi sur un cas particulier. Je pense que c'est une piste encore de développement de l'activité du Gréco, outre effectivement les questions à caractère général donc sur le cadre législatif, sur la pratique administrative qui est mise en œuvre dans les pays. Nous pouvons, je pense, faire profiter de l'expertise que nous avons, du savoir-faire que nous avons, des textes sur lesquels nous nous appuyons pour pouvoir peut-être repérer des cas précis qui peuvent mettre en péril, ou en tout cas peuvent nuire au bon fonctionnement démocratique d'un pays et surtout proposer des solutions. Et je crois qu'on peut à l'avenir être davantage utilisé par les États pour les aider à se sortir de situations qui peuvent être difficiles. C'est parfois bien de pouvoir faire appel à un tiers qui n'est pas du pays et qui a en plus une respectabilité qui est là. Donc je pense qu'effectivement, s'il doit y avoir des évolutions, elles pourraient être dans ces domaines-là. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de devenir une instance peut-être encore un peu plus politique que l'on est. Quand on lutte contre la corruption, bien sûr, il y a tout un aspect technique, mais je crois que le Gréco est par nature une instance politique et doit peut-être pouvoir être plus utilisé pour cela, avec des règles toujours. Il ne s'agit pas de venir tous azimuts, d'être le censeur des États. Il s'agit de le faire dans un esprit constructif, mais en mettant peut-être encore plus les mains dans le cambouis.